écho de la diaspora, 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 écho de la diaspora. Compatriotes congolais, compatriotes congolais, bonjour ou bonsoir. Une fois de plus, nous allons au nom du média ou du concept Les Échos de la diaspora échanger avec un personnage qui va se présenter sur les sujets anciens et de l'actualité. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité de vous présenter? Monsieur Évrard Nongo, militant actif de la diaspora congolaise sur la place de Paris. Voilà, vice-coordinateur du collectif Sauvons le Congo. Voilà. Donc, vous vous appelez monsieur Évrard Nongo, militant politique de la diaspora. Allons déjà dans ces deux concepts-là. Qu'entendez-vous par le mot diaspora? Diaspora, ça vient de disperser. C'est tous les Congolais ou bien tous ceux qui ont quitté leur pays, qui sont allés s'établir à l'étranger pour des raisons diverses. C'est ce qu'on appelle par diaspora. D'accord. Et historiquement parlant, la diaspora congolaise porte-t-elle un impact d'une manière générale ou elle va à reculons? Mais bon, je pense que la diaspora congolaise doit compter activement au niveau du Congo, mais malheureusement, cette diaspora a toujours été mise à l'index par les autorités congolaises, et aujourd'hui on se rend compte que la diaspora c'est un acteur qu'il faudrait compter demain sur cette diaspora-là. Voilà. D'après nos investigations, nous comprenons que cette diaspora, elle est caractérisée comme des citoyens de seconde zone. C'est-à-dire, elle est en carence du droit de vote. D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là? Mais effectivement, la diaspora, comme je l'ai dit au début, a toujours été mise en index par le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, il faudrait comprendre que la diaspora congolaise, elle est très active, elle est importante pour le développement du pays. Et il faudrait le concrétiser. Concrétiser cela, c'est quoi? Il faudrait accorder le libre choix, le droit de vote à la diaspora. Cette diaspora doit participer activement pour le développement du Congo. Donc la voix de la diaspora doit compter. C'est ce que beaucoup de pays ont compris cela. Un pays comme l'Israël a été construit par sa diaspora. Ils ont la plus grande diaspora au monde qui est bien organisée. C'est la diaspora israélienne. Donc nous aussi, il est temps que nous puissions aussi nous inspirer aussi comment plusieurs diasporas ils ont fait pour pouvoir apporter quelque chose dans la construction de leur pays. Et vous savez qu'un pays comme le Rwanda qui a connu le génocide, après le génocide, le gouvernement rwandais s'est retrouvé démuni des cadres, démuni de la main-d'œuvre qualifiée. Et ils ont fait appel à leur diaspora. Et c'est la diaspora rwandaise qui est venue, qui a essayé de travailler. Aujourd'hui, nous avons les résultats escomptés au Rwanda. Donc, voilà. Mais dites-moi, s'il vous plaît, au jour d'aujourd'hui, quels sont les points faibles et les points forts de cette diaspora qui, de la main droite, elle est considérée comme de seconde zone, et de la main gauche, tous les acteurs politiques qui agissent sur le plan national viennent d'une manière ou d'une autre rechercher le soutien de cette diaspora.
Mais vous savez qu'aujourd'hui, vu la situation du Congo à l'heure actuelle, le Congo a besoin de sa diaspora. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se le cache, les chiffres sont là, les chiffres parlent. Dans presque tous les domaines, rien ne marche. Le pouvoir en place a montré ses limites et nous voyons très bien les limites de la gestion du pays par le pouvoir en place. C'est pour cela que la diaspora congolaise pèse aujourd'hui. Ils se sont rendus compte que non, ils n'ont rien fait pendant des années. Maintenant, le recours ne pèse que la diaspora. Combien de cadres aujourd'hui le Congo forme? Il n'y en a quasiment pas, parce qu'il n'y a plus d'école. L'école est délabrée, abandonnée. Les cadres de santé, il n'y en a quasiment plus. Voilà, aujourd'hui, le pouvoir construit des structures de santé, mais ces structures-là ont besoin des cadres pour aller travailler. Donc, Monsieur Eva Nongo, je repose ma question. Quels sont d'après vous les points forts et les points faibles de cette diaspora? Pourquoi cette question? Parce que d'après nos investigations, il nous a été révélé que on ne la considère pas parce qu'elle ne dispose pas du droit de vote, et de l'autre côté, tout acteur politique, quand il veut parler aux Congolais lambda qui se trouvent sur le territoire national, le fait d'être à l'étranger lui donne un crédit. D'après vous, quels sont les points positifs et les points négatifs de cette diaspora? Les points positifs, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple du Rwanda. Voilà. Revenons au Congo. Le Rwanda, c'est notre pays. Oui, mais on ne peut pas parler sans pourtant... Nous allons commencer d'abord par ce qui est nôtre. Parce que si vous allez prendre des exemples ailleurs, ce qui revient à dire que le Congolais ne dispose pas d'une fierté. Une fierté patriotique. Non, dans tous les pays du monde, dans toutes les politiques, on s'inspire des autres. Il ne faudrait pas que nous pensons que non, on ne peut pas s'inspirer du modèle des autres. Ce qui a marché chez les autres, pourquoi pas l'adapter aux réalités congolaises. Donc, pour revenir, il y a des points positifs et des points négatifs. Mais ce qui est vrai, les Congolais de la diaspora, ils sont des Congolais comme ceux qui sont restés dans le pays. Nous tous, nous devons disposer les mêmes droits. Nous avons vu qu'il y a eu des élections présidentielles au Mali. Les Maliens qui sont établis au Congo, ils ont voté. Pareillement pour les Sénégalais, quand il y a eu des élections législatives au Sénégal, les Sénégalais qui sont établis au Congo, ils ont voté aussi. C'est des pays africains qui nous ont montré l'exemple. Pourquoi pas nous, en tant que Congo, nous pouvons faire la même chose. Donc, pour finir avec cette question, vous, militants congolais de la diaspora, vous pouvez vous permettre de recommander au gouvernement actuel de ne pas jouer le jeu de la tortue à double carapace. C'est-à-dire de reconnaître les droits des Congolais qui sont membres de cette diaspora-là. Est-ce qu'on peut la clôturer comme ça? Mais effectivement, il y a au moins, selon les estimations, au moins plus de 200 à 300 000 Congolais à l'étranger. Donc, c'est une forte main-d'œuvre. C'est une voix qui compte. Nous ne pouvons pas abandonner nos compatriotes. Voilà, je prends un petit exemple. Les Congolais qui sont établis à l'étranger, beaucoup aujourd'hui sont des responsables de famille. Mais ces responsables de famille-là, aujourd'hui, ils ont des enfants. D'autres enfants, d'autres compatriotes congolais, ils n'ont pas la nationalité congolaise. Donc voilà, c'est une perte pour la nation. Donc, nous ne devons pas négliger cette diaspora-là. Il nous revient à nous aujourd'hui de prendre en compte cette diaspora, de lui accorder le droit de vote. Ce n'est pas à vous qui revient. Il faut recommander au gouvernement de prendre en considération... Mais oui, mais le gouvernement, mais y compris nous aussi, en tant qu'acteurs politiques et en tant que décideurs de demain. Monsieur Evra, là, vous commencez à... Parce que vous jouez sur le jeu de mots là. Vous parlez en même temps que vous êtes militant, en même temps que vous êtes acteur politique. Nous allons y revenir. Maintenant, vous avez dit que vous habitez en région parisienne. Ce qui revient à dire que Paris, d'après nos investigations, semble être une structure, une place géographique virusée où il y a beaucoup de charlatans politiques. Quelle est votre place exactement sur la place de Paris? En tant que qui on peut vous interviewer au jour d'aujourd'hui?
Mais en tant qu'un militant actif sur la place de Paris... Attends, donc vous n'êtes plus acteur politique, vous êtes militant politique. Écoutez, on est acteur et militant au même moment. Ok. Voilà, quand nous disons acteur, parce que nous menons des actions, et vous savez qu'on a fait des actions ici sur la place de Paris. Nous allons y revenir. Donc, nous allons y revenir. Voilà. Mais d'après vous, comme vous reconnaissez que vous habitez sur la place de Paris, ou la région parisienne, d'après vous, combien de chapelles politiques se comptent sur la place de Paris? Il y en a plusieurs, mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Les principales dans lesquelles vous vous reconnaissez? Il y en a plusieurs, mais je pense que ce n'est pas une question qui est très intéressante. Je vous dis pourquoi, monsieur. Oui. En suivant vos sorties, qui sont d'ailleurs assez élogieuses dans les médias, on vous a vu dans le collectif Sauvons le Congo, on vous a vu au niveau du Congo Yassika, on vous a vu au niveau du comité d'action. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes un peu partout et au même moment, vous n'êtes nulle part? Non, on n'est pas partout. On est bien fixé. Nous sommes au collectif Sauvons le Congo, mais nous avons décidé à un moment donné qu'il fallait se regrouper parce qu'on dit que l'union fait la force. Nous nous sommes regroupés avec les autres pour monter ce qu'on appelle le comité d'action ou la convocation des États généraux. Ah ok. Vous êtes donc collectif Sauvons le Congo, pour des raisons de stratégie, vous avez pensé vous regrouper avec les autres pour aller dans comité d'action Sauvons le Congo. Mais aux dernières nouvelles, ce comité a volé en éclats. Qu'en est-il exactement? Oui, il y a eu quelques dissensions entre certains membres du comité d'action. Donc il y a eu le nouveau bureau qui a été élu, on a mis en place le nouveau bureau. Bon, je pense que les choses vont bien peut-être aller dans les jours à venir. Laissons voir les choses. Mais est-ce que vous savez au moins que le peuple vous a à l'œil, que le peuple vous prend témoin? Parce qu'on vous voit Sauvant le Congo, il a une directive qui lui recommande, et comité d'action, il parle d'après nos investigations, il parle des États généraux. Mais maintenant, comment se fait-il que d'un côté on parle des États généraux et de l'autre on parle, quelle est la ligne directrice de Sauvons le Congo? Mais le mot en lui-même le dit déjà, Sauvons le Congo, parce que nous estimons que le Congo est en péril. Voilà, le Congo est en péril. Donc vous croyez que pour sauver le Congo, il faut que ça passe par les États généraux? Mais vous, en tant qu'individu? C'est l'une des solutions. Dans un pays, quand les choses ne vont pas bien, il faut trouver des solutions. L'une des solutions que nous avons trouvé, qu'il y a eu le collectif des 17 qui a proposé... Non, ça c'est... Nous y reviendrons. Est-ce que vous savez au moins que les États généraux, depuis un certain temps, c'est une idée qui, historiquement parlant, ne peut pas faire l'affaire de sauver le Congo? On va vous dire pourquoi. Combien d'assises le Congo n'a-t-il pas connu depuis l'indépendance à ce jour? Et quand ces assises, qu'ont-elles donné comme résultat? Il y a eu plusieurs assises, mais on ne va pas s'arrêter là, dans l'inaction ou bien dans l'immobilisme, pour dire que oui, il y a eu beaucoup d'assises, comme ça n'a pas marché ou bien ça a marché, et qu'on va rester là, inactif. Non, nous disons que non. Toutes les idées sont bonnes, toutes les idées sont à explorer, jusqu'à la fin. Non, mais il faut qu'on se dise, chez nous on dit, le chien il a 4 pattes, il ne suit qu'un seul chemin. Nous allons y revenir, si ce n'est maintenant sous d'autres cieux. Parce que nous pensons que le concept des États généraux est incompatible avec le concept que nous allons voir d'ici peu de la modification ou du changement de la gouvernance. Allons-y. Vous parlez que vous êtes militant de la diaspora, mais si mes souvenirs sont bons, on vous a vu un peu jusqu'en Afrique du Sud. C'est quoi cette affaire-là? Vous quittez Paris, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Éthiopie, vous êtes aux États-Unis. Est-ce que c'est... D'après vous, en tant qu'individu, comment définissez-vous la politique? C'est pour éclairer... N'est-ce pas la politique people que vous faites, à l'instar de quelques acteurs sur la place de Paris?
Bon, on ne fait pas de la politique people. Bon, quand nous nous déplaçons, il y a aussi le cadre aussi privé aussi. Il y a aussi le cadre politique. Pour l'Afrique du Sud, on l'avait jugé bon, étant donné qu'il y avait un parti, le PPC à l'époque, un parti qui n'était pas inféodé au pouvoir. On avait jugé bon d'intégrer ce parti-là. Est-ce que là vous êtes parti comme membre du Sauvons le Congo ou membre du comité d'action? Parce que là, c'est pour ça que nous avons posé la question de savoir il y avait combien de chapelles politiques que vous reconnaissez au niveau de la diaspora. Non, mais c'est juste un peu moins fort, s'il vous plaît. Parce que vous êtes passé, il y a du monde qui sera... Non, mais ce que nous dirons, je suis allé en tant qu'individu. Donc, je ne suis pas allé en tant que... Non, je suis allé en tant qu'individu. Mais bon, j'ai déjà répondu à cette question maintes fois. Donc, on ne va pas s'y attarder là-dessus. Ça a été déjà réglé. Je ne suis plus membre du PPC. Bon, voilà, ça a été déjà réglé. Donc, passons à autre chose. Les Congolais ont besoin d'autre chose que de revenir sur ce qui est déjà passé, quoi. Essayons de parler maintenant du sujet d'actualité ou des sujets d'actualité. D'après vous, dans votre parcours politique, si vous étiez permis à ce jour de parler d'actualité, quels sont les sujets qui semblent vous déranger ou déranger le peuple congolais d'une manière générale? Mais ce qui nous importe aujourd'hui quand nous voulons nous engager en politique, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Vous savez que c'est quoi la politique? Vous m'avez posé la question. J'aimerais y répondre. La politique, c'est la gestion de la cité. C'est de la gestion. Comment gérer le pays? Et nous pensons que, vu la situation actuelle du pays, vu le besoin des populations, il est impératif pour nous de nous impliquer davantage pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Je prends un exemple, monsieur le journaliste. Il y a un problème aujourd'hui, un problème récurrent, qui est le problème des demi-terrains. Beaucoup de nos compatriotes sont confrontés le matin. Nous voyons les images, mais c'est terrible, c'est horrible. Et que fait le pouvoir, le gouvernement? Rien. Il ne propose rien. Le maire de la ville de Brazzaville ou de Pointe-Noire, qu'est-ce qu'il propose? Rien du tout. Mais nous proposons, nous avons des idées. Nous disons que demain, avec 10 milliards de francs CFA, nous serons capables de résoudre le problème des demi-terrains pour tous les Congolais. Voilà, c'est ce que nous on pense pour la politique. Maintenant, d'après vous, quel est le bilan qu'on peut tirer de la gouvernance actuelle du Congo-Brazzaville? Le bilan, c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà, c'est-à-dire c'est pas un bilan qui est élogieux, il faudrait qu'on se le dise. Voilà, en plus de 30 ans de gestion clanique du pays, nous pouvons dire que le bilan est même catastrophique. Parce que les conditions de vie des populations ne s'améliorent pas. Voilà, malgré l'administration accélérée, malgré tout ce qu'ils ils essaient de faire aujourd'hui, les populations ils vivent toujours les mêmes misères, les mêmes galères. Donc, vous parlez d'un bilan catastrophique avec une gouvernance démocratique ou une gouvernance dictatoriale? Non, nous ne sommes pas en démocratie au Congo-Brazzaville, il ne faudrait pas qu'on se le cache. Ce n'est pas la démocratie des Kalachnikov. Voilà. En démocratie, les gens sont libres de s'exprimer. Et ce que nous on voit au Congo-Brazzaville, avec la police politique qui est la DGST, et nous disons que nous ne sommes pas en démocratie, c'est une dictature. Et ce n'est pas moi-même qui le dis, même les Occidentaux aussi ils le reconnaissent. Vous prenez les statistiques mondiales, le chiffre explique. Voilà, le Congo, c'est classé rouge. C'est un pays où la dictature règne. Voilà, on ne doit pas se le cacher. Mais alors, si vous parlez de dictature, de quel côté vous trouvez-vous? Est-ce du côté de la dictature, comme vous parlez d'un bilan mi-figue, mi-raisin, ou du côté du peuple? Or, le peuple dit au jour d'aujourd'hui que ce soit les opposants, que ce soit les gouvernants, c'est le tabac de la main vide. Ah non, on juge un maçon au pied du mur. Nous, on n'a jamais, de loin ou de près, géré ce pays. On n'a jamais été aux affaires. Voilà. Mais pourquoi nous qualifier
le tabac de la même pipe que ceux qui sont au pouvoir. Mais parce que les gens je vous dis que d'après nos investigations et les informations qui sont sur notre table de travail, le bilan, étant donné qu'il est catastrophique, nous parlons d'un régime dictatorial. Et que dans un régime dictatorial, on ne peut nullement parler d'opposition ou d'une opposition qui se dit trompe de l'œil, souvent à la solde des gouvernants. Mais oui, mais vous êtes disposé de quels éléments pour parler de la sorte, monsieur le journaliste? Les éléments que nous avons sont nombreux. Nous allons y revenir. Mais vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui semble prendre de l'ampleur, qui est donné par les aigris de la gouvernance actuelle, les aigris des opposants, et souvent qui hier étaient considérés comme des sans-voix. Ils disent qu'à ce gouvernement, à cette forme de gouvernance, il faut appliquer non pas l'opposition, mais une résistance. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Contre les libertés. Et suivez les chiffres parlent. Les libertés individuelles sont bafouées. Il y a eu M. Eric Swami qui est mort dans les geôles de la DST. Et voilà, l'impunité. Les gens sont tués, les gens sont torturés, arrêtés arbitrairement. Et vous voulez qu'en ce moment-là qu'on parle de quoi? On peut que parler de résistance. Voilà. Donc les gens sont obligés de résister face à cela, puisque les libertés ne sont pas garanties. Et nous savons pertinemment que tous ceux qui parlent au niveau du pays, ils ont la bénédiction du pouvoir. Parce que ceux qui n'ont pas la bénédiction du pouvoir, on ne leur laisse pas la liberté de parler au peuple, d'aller au contact des populations. Voilà. Donc ce qui revient à dire que pour vous, il est plus profitable, plus raisonnable de parler de porte-voix des résistants, de la résistance, que de se dire acteur politique, parce que comme on dit opposition, on se dit avec vos balades dans différentes chapelles, excusez-moi, dans différentes chapelles, on va dire que celui-ci fait la politique du ventre. Comment appeler selon le jargon congolais, c'est la politique du boucoutage. Mais non, attends, nous ne sommes pas venus ici pour faire les cours de sémantique. Voilà, les Congolais, ça ne leur intéresse pas de faire des cours de sémantique, parler de résistance, opposition. Ce que nous voulons tous, c'est que le Congo retrouve sa liberté, sa souveraineté, sa démocratie. Voilà, c'est ce qui nous importe, c'est ça. Les discours sur la sémantique. Vous appelez ça sémantique, mais oui, aujourd'hui, c'est pas des cours de français, nous ne sommes pas venus ici pour faire. D'accord, mais non, c'est pas un cours de français. Définir des mots, opposition, résistance, tout ça. Mais ça nous importe peu. D'accord. Nous, c'est le message que nous voulons véhiculer. C'est que notre message, nous disons que le Congo va très mal. Non, étant donné que le Congo ce qui est sûr, le Congo va très mal, il est reconnu. Mais nous avons voulu porter à votre connaissance ce que les sans-voix disent. Revenons, parce que tout dernièrement, d'après nos renseignements, qu'il était question que vous êtes allé au niveau de rencontrer un jeune leader, leader qui est venu sur la place de Paris, et cette rencontre a accouché d'une souris. Qu'en est-il exactement? Bon, c'était une rencontre fortuite. Hein. Nous étions avec M. Armand Manzonnet, que tout le monde connaît. Une rencontre fortuite, mais malheureusement, le leader de l'APC, il n'a pas voulu que nous débattions parce qu'il y avait les caméras de Brazza Paris Info. Mais M. Rodrigue Malanda n'a pas voulu que nous débattions. Mais voilà. Mais parce que le refus de débattre est dû à quoi? Mais bon, lui-même, il connaît ses raisons. Voilà, moi, je ne peux pas faire l'avocat du diable. Ok. C'est pour ça que nous disons, nous avons fait allusion entre les acteurs de la diaspora et les acteurs qui sont sur le terrain, parce qu'il y a souvent un conflit d'intérêts, un conflit d'interprétation du concept de la politique. Il y a également un sujet qui semble prendre de la forme depuis un certain temps. Semblerait-il que la diaspora va organiser ou est en train d'organiser un congrès. Et que quand nous avons vu la pétition, vous avez signé cette pétition-là. Vous l'avez signée en tant qu'individu ou en tant que représentant d'une structure? En tant qu'individu, aujourd'hui, nous avons décidé de participer au congrès de la diaspora parce que nous avons vu que
on a fait toute la physique. Quand les forces divergent, vous perdez, il n'y a pas de point d'action, il n'y a pas d'efficacité. Donc nous, on a pensé que non, il faudrait réunir toutes les forces de la diaspora. La diaspora congolaise, ce n'est pas seulement la France. La diaspora congolaise, elle est au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, voilà, à Londres, aux Pays-Bas. Voilà, donc nous tous, nous devons nous retrouver tous ensemble. Comme l'idéal, c'est que demain, le Congo retrouve sa souveraineté, sa démocratie, sa vraie démocratie. Nous allons tous débattre et pendant ce congrès-là, que nous allons décider, nous allons opter une ligne directrice et puis voilà, nous irons de l'avant. Ça, c'est le pourquoi. Maintenant, dites-nous, nous croyons que ce congrès a été initié par un ancien conférencier. Avez-vous des rapports particuliers avec ce bonhomme ou c'est juste le besoin de l'alternance de gouvernance au Congo qui vous pousse à aller à participer à ce congrès? Non, mais bon, le doyen Mbiki de Nantermio, il ne faudrait pas qu'on se le cache, c'est un des acteurs majeurs de la politique au Congo. Donc le doyen Mbiki a eu cette initiative qui est aussi appuyée par d'autres personnes aussi, telles que Armand Mondionneau aussi. Nous avons saisi la balle du bon côté. Bon, moi quand j'étais aux États-Unis, souvent on partageait beaucoup avec le vieux Mbiki. Comme j'avais la possibilité aux États-Unis de l'appeler Mbiki au Canada, il était même question que j'aille à Montréal pour le rencontrer. Bon, j'avais eu des contretemps, mais je pense peut-être que dans les jours à venir, on se verra, comme il viendra en Europe. Mais on n'a pas des relations particulières, sinon que, voilà, c'est un acteur majeur de la politique au Congo. Mais et dans ce même volet, il semble qu'à la même date, un événement aussi pro-gouvernant va se passer sur la place de Paris. Est-ce que vous disposez des informations sur cet autre événement? Oui, effectivement, le pouvoir veut contrecarrer toute une bonne initiative venant de la diaspora. Donc, je pense qu'ils ont voulu relancer William Bongo de SDA. Donc, il y aura une réunion qu'ils vont organiser à la maison de chimie ce jour-là. Mais bon, pour nous, c'est sans intérêt, quoi. C'est pas ça qui viendra régler les problèmes du Congo. Donc, voilà, nous balayons ça. Nous ne nous occupons pas de tout ça. En fait, comme on dit, l'un des points de la politique comme sacerdoce, c'est la création de débauchage et de contrecarrer les œuvres du camp adverse. Maintenant, revenons-y sur un sujet qui semble être d'actualité. Dans vos différentes sorties médiatiques, vous avez porté une opinion très très critique dans le cadre de l'énergie, exactement eau et électricité au Congo-Brazzaville. Votre message a-t-il changé? A-t-il connu des modifications ou vous restez sur la même position et sans lesquelles? Mais on ne peut pas changer de ligne du moment où on sait que les populations manquent l'eau et l'électricité. Ce matin, j'ai lu le journaliste Rossilo Tuna qui parlait que voilà, ça fait plus de 3 jours que l'eau ne coule pas dans les robinets. Vous pensez que quand on fait de la politique, on est là pour jouer? Vous savez que, monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose, de 2001 à 2011, le gouvernement congolais a dépensé 1500 milliards de francs CFA, qui est équivalent de 1 milliard d'euros pour l'eau et l'électricité. Rien. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. On nous a vanté, oui, Imboulou. Mais Imboulou est où là? Depuis que les travaux ont fini sur Imboulou. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Et vous pensez qu'on va développer un pays sans eau, sans électricité? C'est primordial. Voilà, c'est d'abord la première des choses. Avant de construire des routes, les ponts, tout ça, il faudrait que d'abord que les gens ont l'eau et l'électricité. Et monsieur le journaliste, je veux embrayer sur l'agriculture. Voilà. Le Congo est classé parmi les 10 pays où on meurt de faim, où il y a la malnutrition. Et ça nous fait plaisir de voir que le Congo, les Congolais mourir de faim, ça ne nous fait pas plaisir. Alors que nous avons des terres riches pour faire de l'agriculture. Je crains que nous ne parlons pas du même concept. Parce que si à Brazzaville, Pointe-Noire, ils ont des questions d'eau et d'électricité, la partie septentrionale du Congo semble avoir que cette question là-bas a été résolue
de Gamboma au Wando et jusqu'à Oui, Oyo. vous dites semble, voilà. D'après les informations qui nous arrivent de par les médias nationaux d'État, que cette question a été résolue. Et vous parlez que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas conflit d'intérêt, conflit d'interprétation? Il n'y a aucun conflit. Vous savez que le Congo a 4 millions d'habitants, mais la population de Brazzaville a combien de millions d'habitants? Et Pointe-Noire. C'est là où il faut mettre le paquet. Le Brazzaville a au moins plus d'1 million d'habitants. Pointe-Noire aussi, c'est pareil. Maintenant, vous allez mettre le paquet où? Là où il n'y a personne. Voilà. Et le bilan, parlons-en du bilan. Et monsieur le journaliste, j'aimerais répondre et parler aussi. Vous savez que selon un rapport de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 70% des enfants congolais meurent des maladies diarrhéiques à cause du manque d'eau potable. Et vous le savez très bien. Est-ce que vous le savez? Exact, nous avons l'information. Revenons-en sur les deux mamelles du développement d'une société qui semblent être l'éducation et la santé.